revient de vous présenter le second débat de notre soirée spéciale européenne organisée par les éveilleurs et par Valeurs Actuelles. Peut-être le débat le plus agité ou le plus animé de la soirée, ça dépendra en fait un peu de vous, si vous donnez de la voix, si vous manifestez votre approbation, votre désapprobation, si vous encouragez ou invectivez nos débatteurs. Avant de vous les présenter, vous les connaissez déjà, vous êtes venus pour eux. Je me permets de raconter une petite histoire un peu personnelle. Comme vous le savez, on a appris en début de semaine que le président Emmanuel Macron allait s'exprimer ce soir à l'Elysée pour une conférence de presse qui solderait la séquence du grand débat. Et pour quelqu'un qui organise une soirée, en l'occurrence pour nous, c'était pas une très bonne nouvelle, puisqu'on s'est dit à ce moment-là, ça intéressera peut-être un peu moins les journalistes, peut-être un peu moins notre public. Et finalement, vous êtes venus, on vous remercie beaucoup de ça. Et puis on s'est dit aussi, mais mince, on a quand même invité le ministre de l'économie ce soir. Il n'est pas exclu qu'il est prévu d'aller à cette conférence de presse. Et en effet, la tradition veut qu'en cas de conférence de presse présidentielle, l'ensemble du gouvernement soit présent. Donc on a assez vite tiré un trait sur la présence de Bruno Le Maire. On était un peu déçus. Et puis évidemment, il y avait ce débat qui était organisé autour de lui. Et puis on a reçu un coup de fil hier pendant le déjeuner de Bruno Le Maire en personne, qui nous a téléphoné et qui nous a dit, vous savez, j'ai l'habitude d'honorer mes promesses, de tenir ma parole et de venir quand on m'invite. Je vous ai dit que je serai là. Je serai donc là, je viendrai pour cette soirée débat. Donc c'était à la fois un cadeau, c'était un peu un petit miracle aussi. Je voudrais que vous teniez compte de ça dans vos manifestations d'approbation ou désapprobation au moment où Bruno Le Maire peut-être dira des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, il a tenu cette promesse et c'est suffisamment rare en politique pour qu'on puisse le souligner. C'est grâce à lui que ce soir, on va pouvoir écouter ce débat. Je vous présente donc rapidement Bruno Le Maire, je viens d'en parler, est ministre de l'économie. Il a déjà été ministre sous de précédents gouvernements. Il est également écrivain, c'est suffisamment rare pour être souligné. Il écrit des livres, il écrit des vrais livres qui sont unanimement jugés bons par la critique, des romans. Il écrit des livres, il a écrit Jour de pouvoir, il a écrit des hommes d'État sur l'exercice du pouvoir, puisqu'il le connaît depuis de nombreuses années. Il a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin, notamment au moment de la guerre en Irak. Il écrit aujourd'hui un livre qui vient juste de sortir, qui s'appelle Le Nouvel Empire. C'est justement au sujet de l'Europe et c'est aussi pour ça qu'il a accepté notre invitation. Bruno Le Maire donc débattra ce soir avec quelqu'un que je ne vais peut-être pas vous présenter trop longtemps. Il s'appelle Éric Zemmour, il écrit quelques livres aussi. Merci pour lui, il n'est pas applaudi tous les jours comme ça, donc ça me fait plaisir pour lui. Éric Zemmour, pour ne parler que de ses derniers livres, alors moi je connais par cœur tout ce qu'il a écrit, je pourrais tous vous les citer, mais on va parler des deux derniers, Le Suicide français et évidemment Destin français, son histoire de France, qui est sorti à l'automne. Éric Zemmour qui est évidemment un des plus redoutables polémistes aujourd'hui, essayiste, écrivain évidemment, et évidemment impossible à affronter en débat. Tous ceux qui ont essayé se sont cassés les dents. On va donc remercier aujourd'hui Bruno Le Maire d'avoir accepté cet exercice de contradiction et je vous demande d'applaudir vraiment très fort Bruno Le Maire et Éric Zemmour. Bonsoir à tous, merci d'être venus encore une fois aussi nombreux pour écouter nos invités du soir. Cher Bruno Le Maire, cher Éric Zemmour, nous sommes, comme vous le savez, extrêmement heureux de vous recevoir pour cette soirée qu'on espère exceptionnelle. Pour entamer une discussion sur l'Europe, j'aimerais que nous évoquions ensemble la source contemporaine du malaise européen, à savoir le référendum de 2005. Le 29 mai 2005, le traité de constitution européenne était rejeté par 54,68% des Français. Et Bruno Le Maire, à l'époque, vous aviez voté oui pour ce traité. Or, la France, majoritairement, a voté non. Est-ce que vous pourriez nous dire rétrospectivement quels ont été, selon vous, les ressorts de ce non ? D'abord, je vais vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir, à débattre avec Éric Zemmour. J'ai compris à vos applaudissements où allaient vos préférences. Je considère que quand les Français s'expriment, il faut respecter le vote des Français.
J'ai voté oui au référendum de 2005. Les Français ont voté non et nous n'avons pas respecté le vote du peuple français. Et je le dis en prenant ma part de responsabilité. Et je crois que, hélas, nous en payons toujours le prix aujourd'hui. Quand je vois certains qui cherchent à tout prix à faire revenir la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, moi j'aurais préféré que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Mais le peuple britannique a décidé de sortir de l'Union européenne et il faut maintenant respecter la décision du peuple britannique. Et il faut que tous les Européens comprennent, gouvernement, ministres, commission, que l'Europe ne se construira pas contre les peuples européens, mais avec les peuples européens et en respectant leurs attentes. Attentes de protection, protection de nos frontières, attentes de respect de la culture européenne, attentes de force et de puissance politique face aux deux grands géants que sont la Chine et que sont les États-Unis. Et même si j'employais ce mot à dessein un peu par provocation, il y a un empire chinois, il y a un empire américain. Eh bien, il est temps qu'il y ait un empire européen capable de défendre nos intérêts économiques, nos intérêts financiers et nos valeurs européennes. Alors, cher Bruno, si je peux donner la parole à Éric Zemmour. Vous, Éric, vous avez aussi parlé dans vos livres du référendum de 2005. D'ailleurs, de manière assez symbolique, tout le suicide français se conclut par de longues pages sur l'Europe. Et vous dites notamment à propos de ce référendum qu'il a été un immense traumatisme pour les élites françaises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez employé cette expression? Parce que, d'abord, moi aussi, je voulais vous remercier Bruno Le Maire de débattre avec moi, remercier les charmantes personnes qui sont venues mettre un peu d'animation dans ce débat. On a toujours besoin d'un peu de détente avant, donc ça a détendu tout le monde. Bon, maintenant, parlons de choses sérieuses. Le référendum de 2005, ça devait être une apothéose, ça ne devait pas être un début. Ça devait être une apothéose d'une construction européenne qui a bifurqué à partir des années 80. C'était la Constitution européenne. Valéry Giscard d'Estaing se voyait déjà en Washington écrivant la Constitution européenne américaine de 1776. Les Européens, les fédéralistes européens croyaient enfin avoir touché au but. Et là, les peuples français et hollandais, on les oublie toujours, il n'y a pas que les Français, les Hollandais aussi ont dit non. Et je pense que quand Bruno Le Maire dit il faut prendre sa part, il faut comprendre, je suis désolé, on a fait ça contre les peuples, on est allé contre le suffrage universel, je pense qu'il ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute la construction européenne qui s'est faite contre les peuples. C'est même la logique de la construction européenne. Si la construction européenne avait pris la peine d'écouter les peuples, elle n'aurait jamais fait la construction européenne. Donc il ne faut pas dire « Ah oui, mais on n'a pas fait exprès, mais on ne recommencera plus, etc. » Non. Ça, c'est des excuses d'alcooliques. La vérité... Pour avoir déjà partagé un verre de vin avec Bruno Le Maire, je peux vous dire qu'il n'est pas alcoolique. Comment ? Je ne suis pas alcoolique et je ne bois que de l'eau claire ce soir. Et c'est pour ça que je m'étais permis de dire que c'est des excuses d'alcoolique. Mais vu si vous aviez été alcoolique, je ne me serais pas permis. Vu l'évolution du débat, je sens qu'il va falloir nous servir un petit verre de vin pour tenir. Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Éric pour la rapidité du débat. Je suis d'accord sur un point et en désaccord avec un deuxième. Je suis en désaccord avec le fait que l'Europe s'est faite contre les peuples, parce qu'il y a eu des votes et il y a eu des référendums européens qui ont été gagnés, avec la volonté des peuples. Donc la volonté des peuples mais a c'est bien pas ce été que j'ai voulu respectée dire. par moment. Qu'il y ait eu une bifurcation, là oui, je suis d'accord. Il y a eu une bifurcation au moment où l'Europe s'est résumée à n'être plus qu'un projet économique, où l'Europe a nié l'existence de frontières, où elle est allée vers un élargissement sans aucun contrôle, et qu'elle a perdu le sens de sa construction. Cette bifurcation-là, je la reconnais, et c'est bien pour cela que j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes au milieu du gué, que l'Europe est à la croisée des chemins, et que soit elle se réinvente à partir des nations,
soit elle laisse planer l'ambiguïté sur sa finalité et elle laisse entendre qu'on ira vers du fédéralisme et elle en mourra. Voilà ma conviction. Pardon, monsieur le ministre, mais comment vous expliquez que le continent n'ait pas tiré les leçons entre 2005 et aujourd'hui déjà de ce excusez-moi, d'aveuglement si je peux intervenir dans votre débat très intéressant, j'aimerais dire qu'elle ne peut pas tirer les leçons. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que le projet européen est double. C'est au départ, dès les années 50, un projet inspiré par les Américains comme un sous-ensemble d'un ensemble occidental dirigé par les États-Unis et où Jean Monnet est à la manœuvre avec les Américains. Je vous rappelle quand même que le seul qui se soit opposé à ce projet-là s'appelle le général de Gaulle et que quand il a fait un traité franco-allemand pour justement s'arracher à la domination américaine, les parlementaires allemands ont voté le fameux préambule qui tuait tout le traité et qui était à la manœuvre derrière? Jean Monnet, le père de l'Europe. Parce que Jean Monnet est aussi l'agent des États-Unis. Ça, c'est la première chose. Donc il ne peut pas y avoir... Attendez. Je ne croyais pas, Éric Zemmour, Comment? que j'allais débattre avec Philippe de Villiers. Mais ce n'est pas Philippe de Villiers, c'est la réalité historique. Philippe de Villiers, il n'a pas inventé la réalité historique. Le général de Gaulle et Konrad Adenauer ont été, à mes yeux, les vrais fondateurs de l'Europe. En tout cas, celle dans laquelle je crois. Mais Bruno Le Maire... L'Europe des nations, vos yeux voient mal. L'Europe de la réconciliation franco-allemande et l'Europe de la réunion des forces françaises et allemandes. Mais monsieur Le Maire, vos yeux voient mal. Le traité franco-allemand dont on nous rebat les oreilles depuis 50 ans, c'est justement le combat du général de Gaulle contre la Commission européenne de Bruxelles, contre la vision fédéraliste. C'est le combat du général de Gaulle aussi, et on l'oublie toujours, pour que la France dirige l'Europe et pour qu'elle soit le jockey, tandis que l'Allemagne serait le cheval. On oublie toujours ça parce qu'aujourd'hui, on est le cheval et l'Allemagne est le jockey. Donc évidemment, on a du mal à comprendre que le général de Gaulle a voulu cela. Le général de Gaulle, contrairement à ce qu'on a dit depuis 50 ans, n'a pas fondé l'Europe. C'est faux, c'est faux. Simplement, il essaye de jouer de la construction européenne pour redonner le pouvoir à la France. Il le dit à Alain Peyrefitte, vous connaissez par cœur cette phrase comme moi, pour retrouver son rang perdu depuis 1815. C'est ça la réalité. C'est pas du tout. Je suis d'accord avec cette interprétation. Bon, alors, donc, Éric Zemmour. Mais je vais vous dire. Oui, mais si vous êtes d'accord. J'en tire des conclusions radicalement différentes des vôtres. C'est justement parce que le général de Gaulle a dit non au fédéralisme et oui à l'Europe des nations que vous avez voté oui en 2005. Que je reste un gaulliste qui croit dans l'Europe des nations. Et c'est justement parce que je crois dans la nécessité de garder une puissance et un rang que je suis convaincu que cette puissance et ce rang national ne se construiront qu'en Europe. On peut être, cher Éric Zemmour, pour la nation et pour l'Europe. Et on peut aimer profondément la France et croire profondément dans le destin français et en même temps croire dans le destin européen. Et je vais même aller encore plus loin. Je pense que désormais, ces deux destins sont étroitement liés. Et je pense que vous, comme beaucoup d'autres, mettez la France dans une impasse en voulant l'évacuer de cette construction européenne. Parce que si nous voulons résister à la puissance technologique chinoise et avoir demain dans nos voitures, que vous allez tous emprunter, nos voitures électriques, des batteries françaises, allemandes et européennes, et pas chinoises, on ne le fera pas tout seul. Si on veut éviter que les banques américaines prennent la main sur la finance européenne, il faut que nous ayons une union bancaire. Si on veut une industrie française qui tienne la route, il faut que nous rassemblions nos forces. J'ai compris. Non, parce que le discours de « en tous ensemble, on est plus fort », je la connais par cœur. J'ai suivi la campagne de Maastricht, c'était déjà le numéro de tous les partisans du oui. Sauf que c'est l'inverse, monsieur le maire. Vous comprenez, il y a les mots, les principes, et puis il y a les réalités. Alors, les mots, les principes, c'est « tous ensemble, on est plus fort ». Et la France ne doit pas se mettre isolée du continent européen. Évidemment, elle est dans l'Europe. Moi, j'ai toujours une formule, je dis « la France n'est pas dans l'Europe, elle est l'Europe ». Il y a un peu toute l'Europe dans la France. Il y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc évidemment qu'elle est en Europe. Évidemment que nous sommes membres d'une civilisation européenne. La France est la France. Tout ça est évident. Ni l'Espagne, non, ni mais l'Allemagne, vous avez compris ce que je veux dire. Tout ça est évident. Maintenant, le problème, c'est que la construction européenne est le contraire de ce que vous avez dit. La construction européenne a organisé la concurrence, la rivalité et non pas la solidarité entre les États. La construction européenne a organisé le désarmement des frontières et non pas
justement la préférence communautaire qui existait sous le général de Gaulle et qu'elle a abattue à partir des années 80. En vérité, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Ce n'est rien. C'est un no man's land commercial et le bras armé de la mondialisation, le cheval de Troie de la mondialisation. Ce n'est rien d'autre. Bruno Le Maire. Et une dernière chose, en vérité, l'Europe s'est voulu un État sans nation, et en fait, elle a oublié qu'elle était une seule chose, une civilisation. Parce que quand il s'est agi de défendre la civilisation européenne, c'est-à-dire des choses assez simples, hein, vous savez la phrase de Paul Valéry, j'appelle toute terre européenne, celle qui a été romanisée, christianisée et mise sous la discipline des Grecs. C'est rien d'autre, hein, l'Europe. C'est pas compliqué à deviner ce que c'est. Eh bien, on voit bien que la Commission européenne, elle, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan de l'immigration, ne défend pas la civilisation européenne. Alors Bruno Le Maire, est-ce que l'Union européenne permet selon vous de défendre la civilisation dont vous parlez aussi dans votre livre? Je voudrais poser une question à Éric Zemmour. Parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels j'ai des accords avec Éric Zemmour. Sur le fait que l'Europe est devenue un grand marché et qu'elle n'est pas suffisamment une puissance politique. Bien sûr. C'est tout ce pourquoi je me bats. Qu'elle soit demain une puissance politique qui protège nos frontières, qui intervienne militairement, qui défende nos intérêts stratégiques, et pas uniquement une Europe des marchands qui ne fera rêver personne et qui ne correspond pas à notre ambition. Je suis d'accord avec ça. Sur le fait que l'Europe se soit élargie exagérément sans tenir compte des attentes des peuples, je suis d'accord avec ça. Que l'Europe doive retrouver sa culture, ses racines, qu'elles soient grecques, latines, chrétiennes, je suis aussi d'accord avec ça. Et je pense que ce qui fait le ciment des nations européennes, c'est justement de partager une mémoire qui est très riche, qui est très diverse. Je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, la question qui se pose à l'Union européenne, elle est très simple. Que voulons-nous être face à la puissance chinoise et face à la puissance américaine? Que voulons-nous construire ensemble? Et là où j'aurais un point, alors, encore de différence avec Éric Zemmour, c'est que je considère que seuls nous ne pourrons pas résister à la puissance technologique chinoise en matière d'intelligence artificielle, en matière de stockage des données, en matière de robotisation. Seuls nous ne pourrons pas résister à une Amérique qui nous devient de plus en plus hostile, et même parfois ouvertement. Et que je préfère que tous ensemble, nous, le premier marché au monde commercial, nous soyons capables de dire à M. Trump, vous mettez des sanctions sur nos produits commerciaux, nous sommes capables de riposter parce que nous sommes une puissance politique et nous sommes une puissance commerciale. Je voudrais que nous soyons capables d'avoir en matière technologique notre propre intelligence artificielle, distincte de celle de la Chine, distincte de celle des États-Unis. Je voudrais que demain l'Europe puisse dire nous avons des frontières et nous allons les protéger avec une même police commune et avec un même droit d'asile. J'ai compris. Je veux simplement vous dire et poser ma question, Éric Zemmour. Face à cette puissance chinoise et à cette puissance américaine, que proposez-vous comme alternative au rassemblement des nations et à cet empire européen que je propose et que nous proposons? Dans votre livre, vous dites que dès qu'il s'agit d'immigration, souffle un vent de panique sur l'Europe. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'Europe... Oui, je vais répondre à la question et on parlera d'immigration après, si j'ai bien compris. Répondre à cette question. Non, mais moi je suis, vous savez... Non, mais je vous ai bien écouté, je vais répondre à votre question. Mais en fait, vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle n'a pas fait l'Europe et vous êtes en désaccord avec tout ce qu'elle a fait. C'est un problème quand même quand, après, vous votez oui au référendum. Je ne comprends pas cette logique qui est la vôtre. Et c'est comme vous êtes pour une Europe des nations et vous êtes le ministre d'un président qui parle de souveraineté européenne. Soit il y a une souveraineté européenne et il y a les États-Unis d'Europe, soit il y a l'Europe des nations. Ça ne peut pas être les deux. Bien non. Et quand vous me dites qu'est-ce qu'on fait face à la Chine et les États-Unis, j'ai compris que c'était ça. D'abord, je voudrais vous dire quelque chose de simple, même de simpliste. Les États-Unis sont une nation, la Chine est une nation, et ces deux pays sont des nations avant d'être des empires. Vous comprenez ce que je veux dire, évidemment. Ce sont des nations-empires. L'Europe est un empire sans nation. C'est tout le problème. Donc on n'arrivera pas avec ce qu'on a fait depuis 40 ans. En fait, c'est un échec absolu. Vous nous dites qu'il faut se mettre ensemble contre la Chine, contre les États-Unis. Moi, je suis d'accord. Sauf que c'est exactement le contraire de ce qu'a fait l'Europe depuis 40 ans. Vous me l'accordez au moins là-dessus. Non. Donc, ah bon? Est-ce que vous prenez parfois l'avion? C'est pas l'Europe qui a... Attendez, parce que c'est pas l'Europe qui a ouvert ses frontières. Est-ce que vous prenez parfois l'avion?
Parfois, oui. Le moins possible, parce Eh que... bien, moi, je préfère voler en Airbus plutôt qu'en Boeing aujourd'hui, Ah, bah ou en alors là, Comac demain. Vous êtes magnifique, Et le maire. Airbus est la réalisation... Non, mais attendez, le maire, attendez. Mais On va s'arrêter sur Airbus. Non, mais Éric Zemmour, Non, mais parce que ça fait laissez-moi 30 ans que je répondre à vos l'entends. propos. Non, attendez. Airbus est une réponse européenne à la domination technologique américaine. Non, Bruno Le Maire, non. La On va monnaie s'arrêter 2 unique, secondes. la monnaie unique est une réponse Attendez, européenne on va s'arrêter à la 2 domination secondes. américaine du dollar. Bruno Le Maire, La zone c'est euro faux. est la Tout ça est réponse faux. monétaire et financière à la domination économique et financière de la Chine C'est faux. et des États-Unis. Bruno Le Maire, Donc c'est tout ça, faux. ce sont Ça, c'est des dans- réalités européennes Non, et des non, et je vais vous réalisations démontrer que c'est européennes que vous ne pouvez pas nier. Je les nie. Sauf à vouloir nier les évidences. Non, c'est vous Ce qui peut vous arriver, mais ce qui n'est pas juste dans le débat. C'est vous qui niez les évidences, Le Maire, et je vais vous le dire pourquoi. Premièrement, Airbus n'est pas un projet européen. C'est une usurpation de langage. Airbus est un projet français, à la limite un projet franco-allemand. Non, c'est faux. Attendez, Éric Zemmour, qui c'est serait un projet impossible aujourd'hui. Français, allemand, espagnol et italien. Après. Et il sera possible aujourd'hui, Après. puisque dès la semaine prochaine, Ils sont venus après. nous allons, Vous me laissez sur la pas base, finir, sur monsieur la le base des maire. nations, construire une Europe de la batterie électrique qui est exactement sur le même modèle Non, que monsieur le l'industrie maire, aéronautique les traités réalisera l'interdisent. un projet Les commun traités industriel. l'interdisent. Les traités l'interdisent et vous le savez très bien. Aujourd'hui, Ils on ne interdisent pourrait quoi pas faire Airbus avec Éric la Zemmour, Commission ils interdisent européenne. quoi Ils interdisent les aides d'État qu'il y a eu à l'époque. C'est faux. d'Airbus. Mais non, c'est pas faux. Mais excusez-moi. Éric Zemmour. Mais attendez, vous m'avez pas laissé finir. Moi, vous me Je coupez vais- et vous me laissez pas finir. Je vous laisse finir. Je vous dis que et Airbus, je vous répondrai sur ce point Airbus fondamental. au départ, est un projet des États et non pas de la Commission de Bruxelles. C'est pas un projet européen, c'est un projet des pays européens. Ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, justement, depuis les années 80, depuis l'acte unique, depuis tous les traités qui ont suivi, la Commission de Bruxelles s'est employée à rendre impossible tous les Airbus. Alors, si vous voulez, je trouve ça un peu fort de café que maintenant, les gens qui sont pour l'Europe s'approprient Airbus. Et vous avez parlé aussi de l'euro, avec le dollar. Et on nous dit, ça fait 25 ans que ça dure, j'ai suivi comme vous la campagne de Maastricht, on nous dit l'euro c'est formidable, c'est ce qui nous permet d'être indépendants du dollar. Mais que nenni, monsieur le maire, que nenni, parce que ça n'empêche absolument pas les juridictions américaines de condamner à des amendes mirifiques et énormes les banques ou les entreprises européennes uniquement parce qu'elles utilisent le dollar. Et vous le savez très bien. J'ai compris votre raisonnement. Éric Zemmour, je viens de comprendre votre raisonnement. Il est assez contradictoire. Ah bon? Parce que dans le fond, vous réclamez une Europe des nations, et je la réclame aussi. Mais lorsque l'Europe des nations se bâtit avec Airbus hier, ou avec les batteries électriques aujourd'hui, ou avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou avec les nanotechnologies qui, je le rappelle, rassemblent les technologies françaises et les technologies italiennes autour d'un projet européen. Là, vous n'êtes plus d'accord parce que c'est l'Europe qui réussit. Mais pas du Oui, tout. Je suis d'accord pour l'Europe des nations, mais vous dites, quand les nations je vous dis que travaillent l'Europe a fait le ensemble. contraire. Et l'Europe Elle a su- désarmé les nations. Mais l'Europe a su tirer les conséquences de ses échecs sur les aides d'État, puisque désormais, nous pouvons apporter des aides publiques à ces grands projets industriels européens Vous voyez qu'on et ne pouvait pas. nationaux. Vous voyez qu'on ne pouvait Mais bien pas. sûr, je suis d'accord avec vous. Mais regardez pas le passé, regardez l'avenir. Mais Et Non, mais l'avenir attendez. montre que l'Europe est capable de changer, puisqu'elle a tiré la conclusion de son échec sur les aides d'État. Elle a bien vu qu'en refusant les aides d'État, on tuait l'industrie du panneau solaire européenne, elle a on mis risquait 40 de fragiliser ans, monsieur le maire, ça fait l'aéronautique. 35 ans. Mais il Et n'est elle a jamais encore, trop et elle a tard. encore interdit la fusion Éric Zemmour, Alstom-Siemens Éric que vous Zemmour, dont vous avez il avec n'est laquelle jamais vous trop étiez tard. favorable. Éric Zemmour, il n'est jamais trop tard pour évoluer, surtout quand c'est un grand projet politique comme celui-là. Et sur les aides d'État, l'Union européenne a évolué. Elle accepte désormais que les États apportent de l'aide publique pour réaliser des grands projets industriels qui seraient irréalisables si ce n'était pas plusieurs nations qui le faisaient ensemble. Quant aux amendes, qui a imposé à Google une amende de 13 milliards de dollars? C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est la Commission européenne. Donc oui, la Commission européenne monsieur- est capable s'il vous plaît, aussi s'il vous plaît, de monsieur le défendre notre puissance. qui ne- Et je vais vous redire, qui ne Éric réussit Zemmour, pas. la France seule face à Google, la Ok. France seule face à Google, ça ne pèse peut-être pas grand-chose, mais le plus grand marché de consommateurs unique qui dit à un moment donné, Google, son comportement, sa prédation sur notre fiscalité et sur nos impôts, ça suffit, ça marche. L'Europe peut être puissante quand elle le veut. Pour avancer un tout petit peu, Éric Zemmour, Ok. vous avez longtemps été séguiniste et Philippe Séguin est l'homme qui a dénoncé l'Europe qui se fait en catimini.
Vous dites que pour faire avancer l'Europe, il faut de l'ardeur et de l'aura. Qui aujourd'hui a, selon vous, de l'ardeur et de l'aura en Europe? Est-ce que ce sont les dirigeants des pays de l'Est, par exemple? Est-ce que ce sont les populistes d'une manière générale? Où est l'avenir, selon vous, pour une Europe des nations? Quels dirigeants politiques peuvent l'apporter? C'est une question difficile. Je pense que, si vous voulez, pendant la campagne de Maastricht, Séguin et les partisans du non, il y en a d'autres que Séguin, il y avait Pasqua, il y avait Villiers, il y avait Chevènement, il y avait Le Pen, il y avait tous ces gens qui étaient contre et qui ont, je crois, posé les bonnes questions. Séguin est resté dans les mémoires par son fameux discours à l'Assemblée nationale. En 92. Voilà, en 92, mais ils ont tous posé les bonnes questions. En vérité, si vous voulez, depuis, ce sont les pays de l'Est, les pays qu'on appelle aujourd'hui illibéraux ou populistes, comme on veut, qui posent les bonnes questions. C'est-à-dire, ils posent plusieurs questions. Ils posent la question des frontières, ils posent la question des racines chrétiennes de l'Europe, et ils posent la question aussi de la dictature du droit, qu'on appelle en termes pompeux État de droit. En vérité, ça s'appelle en termes français le gouvernement des juges. Et il y a aujourd'hui pas de frontières, avec des juges qui font régner la religion des droits de l'homme et qui nous empêchent de nous protéger contre l'immigration, qui est en train de détruire nos racines chrétiennes. Tout ça est lié, en vérité, de façon implacable. Et ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui et c'est l'Europe de demain, parce qu'il faudrait faire sauter des verrous énormes. Il faut s'attaquer aux juges européens, il faut s'attaquer, vous le savez très bien, il faut mettre à plat Schengen. J'entendais tout à l'heure le président de la République dire il faut refonder Schengen. Je croyais entendre Nicolas Sarkozy. Ça fait 10 ans que j'entends ça. Il faut refonder Schengen. Ça ne doit pas trop vous déplaire. Mais moi, je vais vous dire, monsieur le maire, je pense que Schengen a échoué. Voilà. C'est simple à comprendre, ça. Il a échoué. Pourquoi? Parce que c'était fait exprès. Vous voulez que je vous dise? C'était fait exprès qu'il échoue. Parce que la logique de l'Union européenne, c'est pas de frontières. La logique de l'Union européenne, c'est pas d'identité. La logique de l'Union européenne, c'est uniquement un marché avec des consommateurs et non pas des peuples. C'est ça le problème. Alors Bruno Le Maire, comment, vous en parlez à nouveau dans votre livre, comment vous expliquez le succès de Viktor Orban, par exemple, qui a été réélu triomphalement encore en 2018. Comment vous expliquez le poids politique des pays de l'Est et leurs différences justement par rapport aux autres pays européens? D'abord, moi, je veux dire à Éric Zemmour que mon idée de la construction européenne, sur quoi je ne m'engagerai pas avec autant de force pour l'Europe, ce sont des frontières. Mais où? Il n'y a pas de projet politique sans où, frontières. Monsieur le maire, où? Mais les frontières des États qui appartiennent à l'Union européenne et qui doivent contrôler les mouvements migratoires avec beaucoup plus d'efficacité qu'ils ne le font aujourd'hui. Le président de la République, vous venez de le dire, et de le saluer, ce qui est rare dans votre bouche, et je reconnais là un effort louable. Ouais. L'Europe que je défends, c'est l'Europe des peuples et du respect des peuples. Vous votez contre et vous voulez sortir, on respecte votre vote et vous sortez. L'Europe que je défends, c'est une Europe qui est capable de tirer les leçons du passé. Évidemment que le fait qu'on ne puisse pas soutenir publiquement, vous l'avez dit très justement, par des aides d'État, des industries qui sont naissantes, c'est stupide. La Chine soutient avec des aides d'État ces industries naissantes. Les États-Unis ont subventionné massivement leurs programmes spatiaux pour arriver à faire des lanceurs renouvelables. Il faut évidemment que nous soyons capables de faire la même chose. Mais de ce point de vue-là, nous évoluons dans la bonne direction, puisque désormais, c'est possible. Ce que vous dites sur les États de l'Est est juste. Oui, les États de l'Est posent beaucoup de questions à l'avenir de la construction européenne. Et je plaide d'ailleurs dans mon livre pour que la France tende davantage la main à la Pologne et à tous les pays de l'Est qui ont connu la domination soviétique, qui ont une autre mémoire que la nôtre, qui appellent à un respect des peuples, de ce qu'ils sont, de leur culture, et qui demandent la protection de leurs frontières. Il faut que vous le disiez au président de la République, alors qu'il cesse de les insulter. Le président de la République a fait des gestes très forts en direction des pays de l'Est. Ah oui, les insulter, c'est très fort, ça vous avez raison. Je suis convaincu que l'Union européenne se construira en faisant une place plus importante à ces pays qui ont été sous domination soviétique et qui ont retrouvé la liberté et qui aspirent profondément au succès de ce projet européen. Donc que l'Europe doive changer, oui. Que des fondamentaux doivent être bouleversés, oui. Qu'il faille sur certains sujets passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour prendre des décisions plus rapides, bien entendu. Je vais vous dire mon expérience de ministre des Finances. Quand je vais à une réunion de ministres des Finances qui démarre à 14 heures pour savoir ce que va être le budget de la zone euro, que je négocie jusqu'à 8 heures du matin pour avoir un petit bout de phrase sur ce que sera le budget de la zone euro,
que je rentre et qu'ensuite, 3 jours plus tard, c'est remis en cause par un État qui n'est pas d'accord et qu'au bout du compte, rien n'a avancé, je me dis, mais quelle perte de temps. Il est temps qu'on soit capable de décider plus vite et de décider plus fort. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Tout à l'heure, j'entendais encore le président de la République, religieusement, et il disait « je ne suis contre le rafistolage ». Eh bien, c'est exactement ce que vous faites. Vous essayez de rafistoler un édifice qui est branlant, et qui est branlant parce qu'il est mal construit au départ. Donc n'essayez pas de rafistoler, ça ne marchera pas. Regardez, Tugdual Denis voulait parler d'immigration. C'est très intéressant la façon dont l'Europe a abordé l'immigration. Il y a eu une réunion en 2004. J'ai retrouvé, là, je ne sais pas où vous étiez d'ailleurs, parce que je croyais que vous étiez à l'époque avec Dominique de Villepin et qu'il était à l'époque ministre de l'Intérieur. Et je me demande, il ne s'est même pas déplacé. Pourtant, c'était très important ce jour-là parce que l'Europe a défini sa conception de l'intégration. Et dans ce texte de 2004, qu'est-ce qui est dit à l'article 1 ? L'intégration est un échange entre les populations qui viennent et les résidents. Vous voyez, nous tous, là, nous sommes des résidents pour l'Europe. Nous ne sommes plus des Français, nous ne sommes plus des citoyens, nous ne sommes plus des peuples, des résidents. Et ça doit être un échange équilibré. Donc, si vous voulez, l'Europe a introduit le loup multiculturaliste dans la bergerie assimilationniste française, dont déjà, je tiens à le dire, parce qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'Europe, dont déjà les élites avaient abandonné les principes mêmes de l'assimilation républicaine. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait un territoire français et d'autres, d'ailleurs les Anglais c'est la même chose, et les Allemands c'est pas beaucoup mieux, un territoire en peau de léopard avec des zones qui sont complètement sous la loi de fait de la charia et avec des zones avec des gens qui essaient de s'échapper de ces zones. Ça, vous voyez, c'est exactement l'idéologie même multiculturelle et mondialiste qui a été répandue par l'Europe et qui a été propagée par les élites françaises et européennes. Alors vous allez me dire, comme d'habitude, j'ai compris votre truc maintenant, « Ah mais moi je suis contre ça !» Ah, ben moi je suis d'accord avec vous. Voyons ce que dit Bruno Le Maire. Eric Zemmour. Mais si, à chaque fois vous me dites. Non. À chaque fois vous me dites, je suis d'accord, mais il faut corriger. J'allais pas du tout vous dire ça. J'allais vous dire 2 choses. La première, c'est que vous mettez sur le dos de l'Union européenne ce qui est de la responsabilité des responsables politiques nationaux. Je l'ai dit. Et pas de l'Union européenne. C'est les deux. Et pas de l'Union européenne. C'est les deux. L'Europe, ce n'est pas un concept éthéré dans lequel nous n'aurions pas, nous, responsables politiques, notre capacité à exercer notre influence. Bruno Le Maire. Ensuite, vous parlez de refondation. Excusez-moi, laissez-moi vous interrompre 10 secondes. Parce que je l'ai dit, vous avez raison, c'est aussi la responsabilité des politiques nationaux et des responsables nationaux. Mais quand on a un ordre juridique national qui est sous l'autorité d'un ordre juridique européen qui, justement, déploie cette idéologie droit de l'homiste et multiculturaliste, eh bien là, c'est mort. On ne peut plus. Mais je ne suis pas. Non. Je suis en désaccord, mais fondamental là-dessus. Je pense que c'est faux. Cela fait des années que je combats l'islam politique dans notre pays. Des années que j'emploie ce mot et que je dis que la loi de 1905 doit être respectée, que la laïcité doit être respectée et qu'il n'y a pas de place en France pour une religion qui voudrait imposer ses règles politiques à l'ensemble de la société française. Il y a de la place en France pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas. Pour les catholiques, les musulmans, les protestants, du moment que chacun respecte la règle fondamentale française, qui est la séparation de l'Église et de l'État et la laïcité. Et le président de la République vient ce soir de dire lui-même qu'il fallait combattre cet islam politique et les financements qui vont avec. C'est du ressort strict de la souveraineté nationale et des responsables politiques nationaux. Ne mettez pas l'Europe là-dedans. Monsieur Le Maire. Elle n'en est pas responsable. C'est faux. Monsieur La deuxième chose que je veux vous dire, dire, attendez, je vais vous répondre. C'est que je vous ai écouté, si je peux me permettre, religieusement depuis plusieurs instants. Donc je vais continuer à développer. L'Europe est capable de changer et elle a changé sur certains points. Je vous ai cité les aides d'État. C'est la preuve que l'Europe est capable de changer. Je pourrais vous citer les investissements étrangers en Europe. Avant, on disait que tous les investissements étrangers viennent en Europe, il n'y a pas de problème. Désormais, nous contrôlons les investissements étrangers, qu'ils viennent de Chine ou d'ailleurs, pour nous assurer qu'ils ne viennent pas piller des technologies de souveraineté sensibles. L'Europe a changé là-dessus. Quand Google, Facebook ou d'autres prennent nos données, réalisent des profits considérables dessus
et ne payent pas d'impôts, nous imposons des amendes vertigineuses à Google, Amazon ou Facebook que ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie, ni l'Espagne séparément ne seraient capables de donner. L'Europe change. Pardon, Est-ce qu'il Bruno faut Le Maire, mais maintenant très une récemment, refondation? vous avez Est-ce qu'il échoué faut- malheureusement, mais à taxer les GAFA au niveau européen. Vous avez été obligé de revenir à une loi française. Oui, mais alors voilà. comment faire en C'est sorte pour exactement dépasser ce que cette j'allais- impossibilité? C'est ce que j'allais Bien dire. sûr, mais quelle leçon est-ce que j'en tire? Vous parlez de refondation. Moi, je suis favorable à ce que sur toutes les décisions fiscales, désormais, ce soit la majorité qualifiée et plus l'unanimité. Quand vous avez 23 États européens Monsieur- qui sont d'accord pour Mais taxer monsieur les le gens maire, du numérique mais et que ça 4 veut États dire- s'y opposent, il faut que l'Europe soit capable d'affirmer sa puissance politique et de dire nous sommes 23 contre 4, eh bien c'est les 23 qui ont raison contre les 4 et nous taxons les géants du numérique. Mais deux choses. Puisque vous m'avez interrompu, vous parlez de votre lutte millénaire contre l'islam politique. Je Je ne vous suis rappelle. pas si âgé que ça. Je sais que je viens de fêter mes 50 ans, Je- mais non, ne mais soyez parce pas que bon, insultants. euh, Déjà que je ne vois pas bien que je suis alcoolique, et si en plus je suis millénaire, Méfiez-vous, ça vieillit. Comme disait l'imam Khomeini, qui s'y connaissait un peu en islam, l'islam est politique ou n'est rien. Deuxièmement, pour vous démontrer l'importance de l'Europe dans cette histoire, je vous rappelle simplement, et vous le savez très bien d'ailleurs, que lorsque vous avez le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui prennent des décisions, le gouvernement s'incline. Or, sur tous ces sujets, et sur tous les autres d'ailleurs, le Conseil d'État et la Cour de cassation obéissent à la Cour de justice des communautés européennes et obéissent à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est le vrai problème. Quand la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à cause de la procédure sur Babylou, le président de la Cour de cassation a dit « Ah ben on va peut-être changer notre jurisprudence ». C'est ça aujourd'hui le problème, monsieur le maire. Alors déjà qu'on a des élites françaises qui ne connaissent plus les règles de la laïcité, parce qu'on parle toujours des règles de la laïcité, mais en fait on ne sait plus aujourd'hui que la laïcité à la française, ce n'est pas seulement la neutralité de l'État, c'est aussi la neutralité des religions par rapport à l'État et par rapport aux citoyens dans la rue. Et ça, ce n'est absolument plus respecté, on le sait très bien, il suffit d'aller dans toutes les banlieues françaises. Il reste 1 minute 30 au ministre de l'économie pour vous répondre et pour conclure ce débat. je voudrais peut-être qu'on revienne à l'Europe. Mais revenons à l'Europe, c'est la même chose, c'est le même sujet. Je voudrais qu'on revienne à l'Europe et je trouve que ce débat est Mais très, on n'a pas parlé de l'euro, c'est dommage. est très éclairant. Dans le fond, vous dites, voilà, l'Europe a fait des erreurs et du coup, elle est condamnée pour cela parce que les fondations sont mauvaises. Moi, j'ai une vision qui est différente. Je reconnais comme vous qu'elle a fait des erreurs, et même des erreurs lourdes. Je pense qu'elle n'a pas clarifié suffisamment son projet, et j'essaye de le faire dans ce livre sur le Nouvel Empire. L'Europe, pourquoi faire? C'est quoi notre projet? Mais moi, je pense que l'Europe peut tirer, la construction européenne, les leçons de ces erreurs et s'affirmer comme puissance politique, financière et économique. Vous voyez, moi, je crois à la rédemption, et vous, vous n'y croyez pas. Ça, c'est pas C'est faux. la différence entre nous deux. Ah, c'est pas faux. Mais Allez, je veux qu'il y ait vraiment un aucune dernier mot, ambiguïté. un dernier mot. Je Monsieur le veux maire. qu'il n'y ait aucune ambiguïté, Éric Zemmour, là-dessus, je pense qu'on se rejoindra. Je ne crois pas au fédéralisme. Je crois à l'Europe des nations. Je ne crois pas qu'on puisse construire l'Europe avec des technocrates. Je pense qu'il faudra écouter davantage les peuples. Je pense que la protection des frontières est une exigence absolue de tout projet politique. Je pense qu'il y a un statu quo qui est totalement impossible et que la refondation, effectivement, est nécessaire. Mais moi, je vous invite à utiliser votre esprit critique, qui est acéré, qui est vif, à la refondation de cette Europe plutôt qu'à sa destruction. Mais monsieur le Mais- maire, Vraiment. vous êtes. J'ai une minute, après c'est fini. Monsieur le maire, je vous trouve absolument magnifique. J'aurais au moins gagné une chose ce soir au cirque d'hiver. Ah oui. Éric Zemmour qui dit que Bruno Le Maire est magnifique. Ah oui, je vous trouve magnifique. Je vous trouve magnifique parce que, en fait, vous êtes un prestidigitateur. On est aussi... Vous nous dites, regardez bien, il y avait une Europe, elle était fabriquée sur un plan fédéraliste, ça n'a absolument pas marché.
moi je la prends, moi Bruno Le Maire, je la prends et je la mets à la poubelle et je remets l'Europe des nations que cette Europe fédéraliste a détruite et piétinée. Ben, ça ne marche pas comme ça, monsieur le maire. Ça ne marche pas comme ça d'abord parce que ce n'est pas la France qui dirige et vous le savez très bien. En vérité, l'échec d'Emmanuel Macron depuis 2 ans, en 2 mots, il est simple. C'est qu'il a tenté de germaniser la France pour franciser l'Europe et que l'Allemagne lui a claqué la porte au nez et qu'il n'a plus d'alternative. Il a échoué. En vérité, l'Allemagne lui a dit non à tout ce qu'il a proposé. On n'a pas parlé de la zone euro, mais à tout ce qu'il a proposé, l'Allemagne a dit non. Et aujourd'hui, il se retrouve nu. Notre roi est nu. Merci et c'est beaucoup. ça le problème. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, oui, on va refaire l'Europe des nations, mais l'Europe des nations, elle a été détruite, saccagée par l'Europe. Merci beaucoup, continuerai Éric volontiers Zemmour le et débat, Bruno Le Maire. Alors Bruno, non, c'est pour ceux qui veulent prolonger le débat. Il y a une librairie au fond de la salle avec les livres de Bruno Le Maire, les livres d'Éric Zemmour. Vous pouvez les acheter, vous prolongerez le débat comme ça par les lectures. Et je vous remercie vraiment infiniment. Je suis désolé pour l'incident initial. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci Éric. Merci à vous. Et la soirée continue.